Hop. Alors, dernier réglage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez mettre dans les commentaires si vous m'entendez? Donc on attend un petit peu que les gens arrivent. On va démarrer d'ici 4-5 minutes. Je commencerai pour expliquer par une petite introduction euh, pour revenir sur le congrès de Génération Frexit, le premier congrès qui a eu lieu le dernier week-end de novembre. Et ensuite, évidemment, le temps que les gens arrivent, après, je prendrai au fur et à mesure vos questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions-réponses dans le fil de discussion. Et bien évidemment, j'y répondrai. Donc je voudrais que ça arrive petit à petit. Alors peut-être au début, je vais revenir sur ce premier congrès de Génération Frexit. L'idée évidemment, c'était déjà très sympathique en fait de se retrouver avec toutes les personnes de Génération Frexit parce que vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, Génération Frexit a été créée en plein finalement confinement, donc on a échangé beaucoup par internet sur le Discord de Génération Frexit, dont le Discord public que je vous invite à rejoindre. Eh bien, finalement, en fait, c'était très agréable de retrouver alors des visages que je connaissais d'engagements précédents ou des nouveaux visages, mais c'était agréable de voir tout le monde en chair et en os lors de ce congrès. Et donc, c'était évidemment très sympathique de ce point de vue-là, et ça a permis aussi, évidemment, d'organiser le mouvement puisqu'il y avait énormément de délégués régionaux de Génération Frexit qui étaient là, donc de voir les membres de beaucoup de différentes régions, c'était évidemment très sympathique, très agréable. On a pu échanger, on a pu évidemment avoir des plans sur la suite et se structurer encore plus. Donc à ce titre-là, c'était évidemment sympathique et c'était une réussite. Il y a eu lors de la journée du samedi aussi des temps forts. Il y avait notamment deux tables rondes qui sont en cours de montage et vous allez voir, elles étaient très intéressantes. Les deux tables rondes, la première était un jeu de mots vers le Frexit, donc VERT, le Frexit qui traitait d'écologie. Et je pense, et vous verrez lorsqu'elle sera en ligne, que Génération Frexit a montré en réalité qu'on pouvait traiter d'écologie sérieusement, c'est-à-dire qu'on peut traiter d'écologie sérieusement en mettant au centre la question par exemple du libre-échange et évidemment en parlant de la question du nucléaire puisque la transition écologique, ce qu'on appelle la transition écologique et la réduction des gaz à effet de serre, de l'émission de gaz à effet de serre est concrètement impossible en se passant du nucléaire. Donc la proposition et l'offre politique en France dont on nous parle à chaque fois quand on parle d'écologie, je pense bien évidemment au ELV, on a montré entre autres que c'était une offre qui était absurde et on a montré lors de cette table ronde que je vous invite à regarder quand elle sera diffusée, qu'on pouvait traiter de l'écologie sérieusement et un mouvement du Frexit comme Génération Frexit l'a fait très bien et vous allez voir que c'est une table ronde qui était intéressante et on n'a eu que des échos positifs pour tous ceux qui étaient présents physiquement. Et la deuxième table ronde, c'était lié à l'élection présidentielle et on se réjouit que beaucoup de candidats mettent la question européenne au cœur de leur programme, au cœur de débats, au cœur des échanges. Et la question suivante était, parce que finalement l'option qui est beaucoup évoquée par les candidats, notamment Arnaud Montebourg, Éric Zemmour, Marine Le Pen, c'est cette question d'une primauté du droit national sur le droit communautaire. Et en fait, nous, on explique pourquoi l'option d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne est bien plus crédible tant d'un point de vue de l'application
que aussi d'un point de vue même électoral, tactique ou médiatique. Et vous verrez là aussi tout ça quand ce sera en ligne. Et on a conclu par mon discours qui expliquait justement tout ce qui avait été fait, et c'est quand même important depuis un peu plus d'un an de Génération Frexit. Il y avait beaucoup de choses, on a des réseaux sociaux qui partaient de zéro, par exemple cette page Facebook, maintenant je crois qu'on a à plus de 11 500 abonnés, ce qui est déjà très bien, et qu'on continue. Il y a évidemment toute une structuration qui s'est faite. Génération Frexit a des délégations régionales partout. Il y a un travail militant qui a commencé avec des tables d'information, notamment les tables d'information pour le référendum, et ça va bien évidemment continuer. Et c'est d'autant plus remarquable que c'était pas facile de commencer ce travail militant, évidemment, avec toutes les restrictions sanitaires que vous connaissez. Donc ça a été fait. Il y a eu la dimension, évidemment, d'alliance et de regroupement des souverainistes qu'on souhaite de nos vœux. Pour nous, vous le savez, le plus grand dénominateur commun, au-delà même d'ailleurs du camp du Frexit, c'est la question d'un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, et on a réussi quelque part à rassembler comme ça n'avait jamais été fait sur la question de l'Union européenne. Si vous prenez le site référendum-UE.org, vous voyez le nombre de soutiens, et encore ça continue. D'ailleurs, il y en a d'autres, il y a plus de 60 personnalités, des présidents d'ailleurs de partis politiques, de mouvements politiques, des personnalités de la société civile qui soutiennent cette initiative. Et le point d'orgue finalement de cette initiative, même si on continue d'ailleurs à récolter des signatures, le point d'orgue, ça a bien évidemment été la fête de la démocratie du 29 mai, où vous avez eu énormément de ces personnalités qui étaient là, qui rappelait finalement l'anniversaire du viol du référendum de 2005, et qui appelait justement à cette revanche, à cette nouvelle étape, à savoir obtenir un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Et ça, c'est fondamental, et je pense que c'est la clé, et c'est ce qu'on poussera évidemment à l'avenir. On a aussi construit d'ailleurs dans une optique future, on peut penser à des élections européennes et autres, un rassemblement transpartisan au sein de l'Europe, le mouvement Eurexit, qui compte des mouvements ou partis de 7 pays différents, donc c'est absolument remarquable. Il y a évidemment nos amis de Reform UK, ex-Brexit Party, qui d'ailleurs monte assez fort en ce moment au Royaume-Uni. Il y a l'Italexit de Paragonnet, il y a le Irish Freedom Party en Irlande, il y a en Espagne Somos Espana, il y a en Bulgarie le Parti du Travail, et il y a également en République tchèque le mouvement Ochnot, qui également promeut un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, sur l'appartenance à l'Union européenne dans leur pays. Donc cette alliance, elle est très importante, et elle a aussi le mérite de montrer que finalement, la question de l'appartenance à l'Union européenne, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Ce grand amalgame et cette force, en fait, des européistes qui était de faire l'amalgame en permanence entre Union européenne et Europe, on montre, en fait, avec le Brexit, que nous, on aime l'Europe, mais on pense au contraire que l'Union européenne est un boulet pour l'Europe et que c'est une institution qui doit être détruite. On fait toute cette différence, en réalité, entre coopération internationale entre nations libres et souveraines et ce monstre supranational, qui est finalement une organisation politique qui n'a rien à voir avec l'Europe, qui est l'Union européenne. Donc ça, c'est très important, et bien évidemment, nous allons continuer. Et après, dans ce discours, qui d'ailleurs qui a été en ligne en direct, mais vous allez la voir en bonne version, là aussi, il est en cours de montage. Dans ce discours, j'expliquais aussi quelles étaient les perspectives et quelles allaient être les suites. Évidemment, Génération Frexit va continuer. Évidemment, à court terme, et ça c'est une question que j'avais eue, même si c'est pas maintenant, je l'avais eue quand j'avais publié l'annonce de ce direct. C'était une des questions, d'ailleurs, est-ce qu'on va être présent à l'élection présidentielle ? Nous a toujours été dans le principe de ne pas diviser le camp souverainiste, d'être au contraire dans l'agrégation, donc on n'allait pas ajouter une candidature de plus à cette élection présidentielle. Mais j'entends des fois, on me dit Génération Frexit, c'est juste un mouvement, ne se présente pas aux élections. Non, on n'a jamais dit ça. On a dit que on ne se présentait pas quoi qu'il arrive à toutes les élections, etc., qu'on n'était pas un parti électoraliste, mais évidemment qu'on n'écarte pas du tout, et notamment dans le cadre d'une coalition, à se présenter à des élections. Et nous pensons au contraire qu'il faut être dans le rassemblement, qu'il ne faut pas être dans la division, et on n'exclut pas, et je pense qu'on va se battre, en tout cas on va travailler pour ça. Je pense qu'il est au contraire intéressant d'aller de façon groupée dans des coalitions
notamment lors des élections législatives. Ça ne veut pas dire aller partout, aller dans toutes les circonscriptions, mais d'aller en coalition dans des circonscriptions avec d'autres mouvements ou partis souverainistes, parce qu'il y a tout intérêt à se rassembler ensemble. Évidemment qu'il y a des divergences sur tout un tas de sujets avec les différents mouvements souverainistes, mais je pense qu'on peut se rassembler notamment sur le plus grand dénominateur commun dont je parlais, qui est ce référendum d'appartenance sur l'Union européenne. Donc nous, on va travailler évidemment pour l'Union, on fait pas de délire d'ego ou autre, on est là pour faire gagner les idées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle Génération Frexit, on met en avant une idée. Et évidemment, cette option court terme, justement, des élections législatives qui peut permettre de mettre les premières pierres pour créer cette union, eh ben on pense que c'est la voie et c'est là-dessus qu'on doit travailler dans l'optique des élections qui doivent normalement être les élections reines, à savoir les élections européennes. Il n'est pas normal en fait qu'en France, normalement les élections européennes, ça devrait être l'élection phare des dits souverainistes. Il n'est pas normal que les scores soient aussi faibles. Et on pense que c'est à ça aussi que servent les législatives, qu'il doit y avoir des rassemblements dès les législatives pour peser ensemble et faire un gros score lors des élections européennes. C'est comme ça qu'on pourra mettre la question du Frexit ou mettre la question d'ailleurs d'un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne au cœur du débat politique. Donc on travaille évidemment avec tout le monde et nous on n'est pas dans le sectarisme. On parle avec tout le monde et avec tous les mouvements. Donc si vous êtes d'accord avec cette idée-là, évidemment, pousser le référendum à tous les candidats à la présidentielle, ça on va le faire sans discrimination à tout le monde, on va pousser un maximum le référendum, c'est d'ailleurs l'option la plus plausible et la plus crédible à court terme pour obtenir le Frexit. Il faut pas se leurrer, il faut le pousser à un maximum de candidats, même des candidats qui sont saisirés d'ailleurs par électoralistes, qui ne seraient pas forcément partisans du Frexit. Eh bien on va pousser un maximum ce référendum et c'est important, il faut le faire, on va continuer, mais on va travailler en parallèle pour les législatives et après pour les élections européennes à ce grand rassemblement souverainiste qui nous paraît indispensable pour pouvoir peser. Si vous êtes d'accord avec toutes ces idées-là, de pousser le référendum, d'être dans une dimension de regroupement du souverainisme, et je pense que la base le souhaite ardemment, bah, je vous invite bien évidemment à adhérer à Génération Frexit si ce n'est pas encore fait. C'est très important d'adhérer pour nous aider. Il faut savoir en plus que là, vous savez que l'année se finit très bientôt. Et donc si vous adhérez à Génération Frexit, l'adhésion standard est de 60 euros. Et bien en réalité, ça va coûter que 20 euros puisque les 2 tiers, si vous êtes imposable à l'impôt sur le revenu, les 2 tiers peuvent être défiscalisés. Donc c'est très important d'adhérer, je compte sur vous. Et pour ceux qui sont un peu plus frileux, si j'ose dire, pour l'appartenance à un mouvement politique, vous pouvez bien évidemment nous aider par un don. Et là aussi, c'est la même chose que pour les adhésions. Il faut le faire. Et si vous le faites, là aussi, vous avez les 2 tiers qui sont défiscalisables d'ici la fin de l'année pour l'impôt sur le revenu. Donc c'est très important de le faire. Je vous invite évidemment tous ceux qui nous regardent ou tous ceux qui le regarderont après en différé, je vous invite à adhérer à Génération Frexit. Je vous invite aussi à faire un don. Ça va nous permettre de faire ces belles actions, de pousser le référendum, évidemment d'œuvrer à cette union, à ce rassemblement souverainiste et aussi d'organiser des beaux événements comme ce qu'on avait fait le 29 mai parce que c'était organisé évidemment sous la bannière référendum UE.org parce qu'on veut un rassemblement le plus large possible et pas mettre en avant telle ou telle chapelle, mais il faut évidemment savoir que c'est Génération Frexit qui a financé à 90% au-delà des dons indépendants de référendum UE, c'est Génération Frexit qui a financé 90% cet événement, donc c'est important de nous aider si vous voulez notamment refaire ce beau type d'événement. Donc voilà, je compte sur vous sur ces points-là. Je voulais vous exposer tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'il y a eu au niveau du congrès. Et maintenant, bah, comme convenu, je vais évidemment répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas dans le fil de discussion à poser vos questions. J'y répondrai à chaque fois dans la mesure du possible. Alors j'avais vu qu'il y avait une première question. Je vais regarder parce que je filme sur le téléphone, mais je vais regarder les questions sur l'ordinateur. Alors laissez-moi juste quelques instants pour retrouver le fil. Tac, tac,
tac, direct, je ne vois pas de film. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous posez-les, n'hésitez pas à les poser. Attendez, je vais remonter sinon. Sur le téléphone, ça va être tout aussi simple. La première question. Bonjour, pensez-vous qu'un effondrement de l'UE à la sauce URSS, c'est possible? C'est une question de Nicolas Pellerin. Alors, je pense que c'est possible, un pourrissement qui serait, si on peut dire, endogène, et notamment pour la question de l'euro. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cette question-là très récemment que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. J'explique en fait que la problématique de l'inflation, vous voyez bien le retour de l'inflation qui est énorme. J'ai encore vu hier que les prix à la production en Allemagne avaient augmenté quasiment de 19%, ce qui est absolument colossal. Et bien évidemment, c'est en France, vous avez des augmentations des prix à la production de plus de 10% également. Quand vous avez ce type d'augmentation des prix à la production, eh bien vous allez le retrouver in fine sur les prix à la consommation, donc dans ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Parce que, à court terme, évidemment que pour garder les parts de marché, les industriels peuvent rogner un moment sur leur marge, mais au bout d'un moment, ils vont répercuter la hausse des coûts sur le prix final, sur le prix au consommateur. Et mon hypothèse d'une explosion de l'euro qui serait endogène, j'évoquais cette question de l'inflation, puisque s'il y a une inflation qui augmente de manière très importante, et on le voit à l'heure actuelle, il y a des tensions au niveau de la BCE va vite se retrouver entre le marteau et l'enclume. Pourquoi? Parce que normalement, quand vous avez une forte inflation, une réaction normale et naturelle d'une banque centrale, c'est évidemment, si vous étiez en quantitative easing, c'est de réduire les achats d'actifs et c'est aussi d'augmenter les taux d'intérêt. Or, la BCE est coincée là-dessus puisque vous savez que la BCE rachète massivement des emprunts, des dettes publiques, et donc quand vous achetez des dettes publiques massivement, ça fait baisser artificiellement les taux d'emprunt publics des différents États, de la zone euro. Pareil, si vous augmentez le taux d'intérêt directeur, ça va mécaniquement se répercuter sur les obligations d'État des différents pays. Et mon hypothèse étant que si l'inflation devient galopante et incontrôlable, la BCE va être obligée de réagir parce qu'il va y avoir des tensions sociales et économiques majeures, ils sont obligés de réagir. Et s'ils réagissent comme ça, eh bien mécaniquement, vous allez voir les taux d'emprunt des pays, notamment les pays du Sud, je pense à la Grèce, je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie et même dans une moindre mesure d'ailleurs à la France, eh bien si ces taux augmentent avec une situation d'endettement maintenant qui est colossale, il y a eu évidemment la crise de 2008 et il y a eu maintenant la crise Covid où les gouvernements, en faisant des confinements et autres, ont fait exploser la dette. Et bien avec une dette qui est très importante et des taux d'intérêt qui augmenteraient, vous avez tout un tas de pays, notamment les pays du Sud, qui se retrouveraient asphyxiés. Et étant asphyxiés, ils n'auraient pas d'autre choix finalement que sortir justement de l'euro pour remonétiser une partie de la dette. L'autre choix, c'est de faire faillite. Évidemment, vous comprenez que ça serait très délicat pour ces pays-là. Et donc, c'est ça mon hypothèse, en fait, au niveau de l'euro, c'est que l'inflation pourrait faire exploser la zone euro de ce point de vue-là. Après, évidemment, c'est en cascade. Une fois que des pays ou un grand pays comme l'Italie sortirait de l'euro, les autres, et notamment la France, seraient obligés de suivre. On aurait une explosion généralisée de l'euro. Donc ça, c'est une hypothèse qui est possible, qui est sur la table. Mais la BCE, pour sauver l'euro, va peut-être être amenée à maintenir ses positions, c'est-à-dire peut-être baisser très légèrement les achats d'actifs, mais ne pas augmenter les taux justement pour ne pas faire augmenter les taux d'emprunt public des différents pays. Et dans ces cas-là, ça veut dire que l'inflation continuerait parce que la Fed a déjà annoncé une remontée des taux. La Fed, c'est la Banque centrale américaine. La Banque d'Angleterre a aussi annoncé déjà une remontée des taux. Et donc vous auriez une inflation encore plus importante en zone euro. Et là, les tensions, dans ces conditions, les tensions sociales et économiques seraient considérables. Et on ne sait pas ce qui peut se passer d'un point de vue politique, mais ça peut amener en tout cas cette précipitation quoi qu'il arrive. Donc quoi qu'il arrive, la BCE est très embêtée et le destin de l'euro pourrait se jouer très certainement dans les années qui viennent sur cette question. Donc ça, c'est très important. Pour ce qui est de l'UE en tant que tel, c'est plus délicat parce que je pense et j'ai toujours dit que si une sortie de l'euro pouvait être naturelle, d'elle-même, endogène,
je pense que même après une explosion de l'euro, il est fort possible que l'Union européenne puisse persister pendant quelques années, puisque les mécanismes ne sont pas les mêmes que sur l'euro. Ce n'est pas une sortie automatique, on l'a bien vu d'ailleurs avec le Royaume-Uni, même si un pays ou un grand pays comme le Royaume-Uni quitte l'Union européenne rémanente perdure, et je pense que malgré une explosion de l'euro, l'Union européenne pourrait perdurer, et d'ailleurs une explosion de l'euro évidemment ce serait mieux qu'elle soit ordonnée, mais là le problème c'est que nos dirigeants sont incompétents et subiraient complètement, ils ne veulent pas voir le mur dans lequel on est. Je suis persuadé qu'il n'y a pas de plan crédible de sortie de l'euro, donc ce serait une sortie complètement désordonnée, mais disons que sur le moyen terme, évidemment qu'une sortie de l'euro serait positive pour la France, positive pour la compétitivité de l'économie française, il y aurait toujours la problématique des traités européens, des traités de l'Union européenne, et donc évidemment qu'il faudrait, même en cas d'explosion de l'euro, continuer à se battre pour sortir de l'Union européenne. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait nos amis britanniques qui, eux, avaient eu la bonne idée de ne pas rentrer dans l'euro et avaient gardé leur devise qui était la livre sterling. Donc je pense que pour l'Union européenne, c'est un combat de plus long terme, mais il n'est pas impossible, comme je l'ai dit, qu'au niveau de l'euro, ça puisse exploser seul. Alors, je vais prendre une autre question. Cercle Jean Mermoz, un entretien sur l'euro avec nous. Bah écoutez, c'est possible. On peut évidemment essayer de se caler ça à la rentrée. Il n'y a pas de souci. Ça peut être effectivement intéressant. Et d'autant que je connais vos vidéos et votre travail, et je sais que vous faites un travail de qualité. J'ai un compliment sur le pull, merci, c'est gentil. Une autre question de Gilles Drogou. Il est possible de réduire les émissions de CO2 tout en sortant du nucléaire. Oui, si vous arrêtez effectivement toute production, c'est possible. Mais si vous voulez, même en diminuant la production, c'est impossible en fait de le faire, à moins évidemment, comme je vous l'ai dit, d'arrêter toute production. Là évidemment vous n'avez plus besoin d'énergie et donc vous pouvez effectivement sortir du nucléaire, mais tous les scénarios, notamment d'ailleurs ce qu'explique très bien Jean-Marc Jancovici, si vous voulez garder à peu près la même production qu'à l'heure actuelle et vous voulez vous passer du nucléaire avec des énergies qui sont intermittentes de type solaire ou de type éolienne qui est par ailleurs une catastrophe écologique, qui n'est pas du tout neutre en CO2, puisque la production d'éoliennes produit énormément de CO2, eh bien il faudrait une éolienne, je crois, quasiment tous les mètres en France. Donc là, ça se pose un problème démocratique, se pose un problème d'acceptabilité sociale, et donc ça ne me paraît pas sérieux, ça ne me paraît pas crédible, et la France à l'honneur et quelque part à l'atout fondamental du nucléaire. Je pense au contraire qu'il faut capitaliser dessus, et le nucléaire, contrairement à toute la propagande qu'il y a pu y avoir notamment des Verts, le nucléaire est une énergie qui est décarbonée, et donc la France peut au contraire, c'est un atout majeur dans la transition énergétique. La France peut s'appuyer sur l'industrie du nucléaire, et moi je suis au contraire partisan, au contraire, de s'appuyer un maximum dessus, d'ouvrir des nouveaux EPR et de travailler aussi sur la technologie, notamment des centrales de demain. Ça me paraît bien plus crédible et bien plus intéressant que l'éolien. On a bien vu le choix de l'éolien en Allemagne, et vous l'avez vu, l'éolien est tellement intermittent en fait que l'Allemagne est obligée de faire tourner des centrales à charbon et d'amener du gaz en palliatif justement de ces émissions intermittentes. Et donc d'une part ça pollue énormément, ils émettent beaucoup plus de CO2 que nous, et en plus de ça au niveau des consommateurs, au niveau de son peuple, le coût de l'énergie est beaucoup plus cher en Allemagne qu'il ne l'est en France, ce qui va d'ailleurs à terme peut-être peser au niveau de leur industrie. Ils ont bénéficié massivement de l'euro, peut-être que leur choix, qui me paraît complètement stupide, de sortir du nucléaire au niveau de l'Allemagne, va affaiblir massivement son industrie avec une hausse des coûts de production. Je pense qu'au niveau de la France, il faut au contraire profiter un maximum du nucléaire et investir là-dedans.
C'est d'ailleurs, si on parle du nucléaire, j'en profite pour revenir sur la question de l'Union européenne, c'est d'ailleurs un scandale que l'Union européenne, via la taxonomie verte, vous savez, veut exclure le nucléaire de la taxonomie verte. C'est un scandale absolument sans nom parce que en réalité ils veulent inclure le gaz dedans parce que l'Allemagne le demande, et ils veulent exclure le nucléaire parce que l'Allemagne et quelques autres pays le demandent. Or le nucléaire, pour tout souverainiste, est un élément essentiel de la souveraineté énergétique de la France, et donc normalement toute personne un tant soit peu soucieux de l'indépendance de la France et de la souveraineté, ne serait-ce qu'avec cette question de la taxonomie verte, devrait demander un Frexit parce que c'est tout simplement notre avenir énergétique et industriel qui est en jeu là-dessus. Et donc on devrait envoyer bouler l'Union européenne et sortir, ne serait-ce que sur cette question énergétique. Mais évidemment, on pourrait prendre énormément de questions et la conclusion serait la même. Gino, j'ai écrit un livre sur le sujet, le grand défi de l'énergie. Bah écoutez, j'essaierai en tout cas de le lire. Je sais aussi que Philippe Murer a écrit un livre là-dessus. Il parle notamment des éoliennes, mais je vous avoue que moi je suis bien plus partisan pour les raisons que j'évoquais auparavant de l'énergie nucléaire. Une autre question de Vincent Grieux. Quels sont les alliés sur lesquels nous pouvons compter actuellement? J'ai échangé avec Solidarité et Progrès récemment, ils veulent vraiment participer, c'est encourageant. Mais quid de l'UPR? Peuvent-ils faire abstraction des problèmes personnels pour se concentrer sur les idées? Bah écoutez, nous, on discute avec tout le monde, et je crois que ça s'est vu notamment le 29 mai. Il y avait des représentants du Gouv, de l'Appel au Peuple, de Solidarité et Progrès, des Patriotes. On a eu aussi Nicolas Dupont-Aignan et DLF qui a appelé à venir à ce 29 mai. Il y avait évidemment aussi Solidarité et Progrès, il y avait des représentants aussi de République Souveraine. Donc nous, on parle vraiment avec tout l'arc souverainiste au sens large, on continue de parler avec eux. Après, vous me parlez de l'UPR, ils ont plus l'air de dimensions personnelles et de ne pas vouloir discuter. Nous, on a envoyé évidemment, dès le départ de l'initiative pour un référendum, il y avait un courriel qui avait été envoyé au secrétaire général de l'UPR. Il n'y a jamais eu de réponse. Donc s'ils veulent absolument faire de l'isolationnisme, quelque part, c'est leur problème. Mais en tout cas, on va parler avec tout le monde. Évidemment que notre porte est toujours ouverte. Mais après, c'est quelque part leur problème. Alors une autre question de Chouban. Bonjour Charles-Henri, le Frexit fait peur. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait proposer de reconstruire une organisation européenne de coopération, de coordination et de coopération entre États après la destruction de l'Union européenne et la sortie de l'euro? Alors, peut-être que d'un point de vue stratégique, tactique et effectivement électoral, il faut proposer quelque chose. La démarche d'ailleurs qu'on fait avec Eurexit va un petit peu dans ce sens-là, c'est de dire écoutez, ne vous inquiétez pas, une fois que nous serons sortis de l'Union européenne, eh bien nous continuerons évidemment à avoir des relations et des coopérations avec nos voisins européens, et en l'occurrence sur Eurexit, ce sont que des mouvements et des partis européens. Donc c'est cette idée de dire qu'on va continuer à coopérer, mais on vendra l'idée d'une coopération internationale. Et là, j'aimerais faire en fait la distinction entre ce qui est une organisation supranationale et ce qui est de la coopération internationale. Et de bien voir la différence en fait et ce qui est intéressant dans l'un et ce qui est stupide dans l'autre. Une coopération internationale, qu'est-ce que c'est? C'est de dire effectivement, et d'ailleurs on ne le limitera pas seulement à l'échelle européenne, mais là je vais répondre sur la question précise qui est la question européenne. Une coopération internationale, c'est de dire, bah écoutez, sur et dans les domaines avec lesquels nous avons des intérêts en commun, des intérêts bien compris, nous allons coopérer avec tel ou tel pays, pas coopérer avec tous, mais coopérer avec tel ou tel pays avec lesquels on partage ces intérêts communs. Typiquement, bah, quand on a fait Airbus avec l'Allemagne, l'Espagne ou le Royaume-Uni, bah, il y avait des intérêts communs là-dessus. Bah, on s'est dit, écoutez, on va se regrouper, on va faire une grosse organisation et on y va comme ça. Mais on l'a fait à 4 pays. Et on n'a pas dit, bah, parce qu'on l'a fait au niveau de l'aéronautique, on va le faire sur absolument tous les sujets. L'organisation supranationale, c'est ça. C'est complètement stupide
ringard, rétrograde au XXIe siècle, c'est de dire on va sur tous les sujets à 27, peu importe si on a des intérêts divergents ou non, on va faire une position commune sur à peu près tous les sujets. Et vous voyez la conséquence et vous voyez la réalité, c'est que c'est quelque chose qui ne marche pas. Vous avez des intérêts divergents sur à peu près tous les sujets et l'Union européenne ne marche pas. Les pays membres de l'Union européenne ne font que rétrograder dans les classements mondiaux un petit peu partout et notamment sur le plan économique et c'est stupide. Ce qu'a fait la richesse de l'Europe, c'est tout l'inverse. C'est justement parce qu'il y avait des modèles divergents en Europe. Il y avait les Pays-Bas qui prenaient tel modèle, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne. Et ben il y avait des modèles différents, mais c'est ce qui rend une organisation solide. Quand vous avez des modèles différents, il peut y avoir un modèle qui est mauvais et qui se casse la gueule, mais vous avez les autres qui vont marcher. Après, les autres pays vont imiter le pays qui marche bien. Mais là, vous êtes dans un truc complètement fou, stupide et qui ne marche pas. Ça veut dire, écoutez, sur tous les sujets, on va avoir la même position à 27, on va faire la même chose. Sauf que quand vous faites ça et quand vous faites quelque chose qui ne marche pas, ce qui est le cas de l'Union européenne, et vous coulez à 27. Donc c'est quelque chose de complètement stupide et honnêtement qui est incompréhensible au XXIe siècle. Les pays qui marchent au XXIe siècle, dans la mondialisation, c'est tout le contraire de l'Union européenne, une structure rigide, ce sont au contraire des pays qui sont indépendants, agiles, et qui vont effectivement faire des alliances avec un tel ou un tel en fonction de leurs intérêts. Et d'ailleurs, vous voyez que lors des négociations commerciales, typiquement, vous avez le Royaume-Uni qui a plié l'Union européenne, alors que le Royaume-Uni est beaucoup plus petit. Vous avez eu la même chose lors de la négociation commerciale avec le Canada au niveau du CETA. On vous dit toujours la France est trop petite, etc. Le Canada, c'est moitié moins de population que la France. Et bien le Canada a obtenu un meilleur accord commercial que ce qu'a obtenu l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que le Canada, qui est certes plus petit, et connaît ses intérêts, va négocier en fonction de ses intérêts. Quand vous avez un commissaire européen qui négocie pour les 28 ou pour les 27, mais il négocie pas pour la France, il négocie pour un tel, il finit par négocier par exemple pour l'Allemagne, aux intérêts de l'Allemagne, mais les intérêts de l'Allemagne ne sont pas forcément les intérêts de la France ou de l'Espagne ou de l'Italie, et donc vous vous retrouvez avec une situation qui est complètement absurde et qui ne marche pas. Et donc je pense qu'il faut bien faire cette distinction et dire évidemment, ne vous inquiétez pas, nous allons continuer à coopérer avec nos partenaires européens, mais on le fera dans le cadre de nations souveraines et indépendantes et dans les sujets qui nous intéressent à tous. Alors une autre question de Vincent. La période est franchement à la déprime. As-tu eu quelques bonnes nouvelles ? J'en parlais tout à l'heure. Non, c'est pas une bonne nouvelle en tant que telle, l'inflation, puisque malheureusement, ça a aussi des conséquences très problématiques sur le pouvoir d'achat et en premier le pouvoir d'achat des Français. Mais il y a en perspective, évidemment, cette explosion de l'euro qui serait une bonne nouvelle. Donc ça, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle aussi, j'en ai parlé aussi en introduction, c'est que quelque part la position, et ça montre que la position de Génération Frexit est la bonne. Déjà, vous voyez, vous connaissez notre slogan depuis la création 14 juillet 2020, reprenons le contrôle. Vous voyez que ce slogan est tellement bon et on l'a tellement infusé que tout le monde le reprend, tous les mouvements politiques et autres. Vous voyez des reprenons le contrôle, reprend le contrôle à tout bout de champ. Donc le slogan est très bon, il parle de souveraineté, il va même au-delà. Et l'option et l'angle même politique de Génération Frexit est très bon parce que évidemment on pousse depuis le début et on était quelque part les premiers là-dessus à pousser pour un référendum sur la transposition de l'Union européenne et d'en faire notre fer de lance. Et bien quand vous regardez même les débats présidentiels, la bonne nouvelle ça peut être ça, c'est que la question de l'Union européenne est centrale et l'est comme jamais. Si vous vous rappelez en 2017 c'était beaucoup moins le cas. Là vous avez même des candidats qu'on pourrait qualifier de mainstream comme Arnaud Montebourg ou Valérie Pécresse, qui parlent même de problématiques de l'Union européenne, de blocage. Valérie Pécresse plus d'un point de vue migratoire, Arnaud Montebourg plus d'un point de vue de la sauvegarde industrielle, mais tous ces candidats-là parlent de la question de l'Union européenne qui est centrale, et il y a la question aussi du référendum qui est centrale, puisque Valérie Pécresse dit qu'elle a fait un référendum sur l'immigration, Éric Zemmour et Marine Le Pen pareil, Arnaud Montebourg, Marine Le Pen et Éric Zemmour disent qu'ils vont faire un référendum sur la primauté du droit national sur le droit communautaire. Et donc, toute cette idée justement de référendum et d'Union européenne est présente. Moi, je pense que leurs options ne sont pas les bonnes. Je vous ai dit, on en parle lors d'une table ronde. Je vais bientôt sortir
un papier là-dessus et je pense qu'il faut pousser au contraire pour avoir ce référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, mais disons que c'est au cœur du débat et je ne perds pas espoir justement pour que des candidats se saisissent de cette question et incluent dans leur programme ce référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, qui serait une très bonne nouvelle, puisque d'ailleurs les candidats n'ont même pas besoin de prendre position pour le Frexit. Évidemment que je suis pour le Frexit, mais rappelez-vous, au Royaume-Uni, c'était David Cameron qui avait mis ce référendum dans son programme par électoralisme, et lui, il avait même appelé, au contraire, au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Il avait dit qu'il allait renégocier, qu'il ferait ce référendum, et lors du référendum, il a même appelé au maintien. Moi, je ne demande même pas à ce que les candidats, quelque part, disent qu'ils appelleront à voter pour le Frexit lors de ce référendum. Ça peut être contre-productif d'un point de vue tactique, mais à partir du moment où ils ont le référendum, s'ils gagnent, eh bien, vous inquiétez pas, nous, on ira faire campagne et on ira gagner ce référendum parce que je suis persuadé que si on obtient ce référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, on pourra le gagner. C'est beaucoup plus simple, en fait, de gagner un référendum que une présidentielle sur le thème du Frexit, parce que lors d'une présidentielle, le thème du Frexit, finalement, c'est que le thème de l'Union européenne, c'est que dans les émissions politiques, les débats, vous allez avoir un sujet Union européenne, un volet Union européenne, au milieu de économie, culture, agriculture, éducation, santé, etc. On ne parle pas, on n'a pas de vrai débat sur la question de l'Union européenne. Or, si vous avez un référendum, non seulement vous aurez un vrai débat sur la question de l'Union européenne, et vous aurez aussi différentes forces, qu'elles viennent de droite, qu'elles viennent de gauche, qui pousseront en faveur de la sortie, alors que vous n'avez quasiment jamais cette agrégation pour un candidat d'agréger aussi largement que ça n'arrive pas. Donc en fait, c'est beaucoup plus plausible et probable de gagner, de sortir de l'Union européenne, d'avoir ce Frexit via un référendum. Donc je pense que notre position est clairement la bonne et Génération Frexit va continuer à se battre sur cette question-là. Alors, une question de Greg également. Bonjour Charles-Henri, quid du destin de la France si nous subissons 5 ans de macronisme ou apparenté type Pécresse, nous sommes bien d'accord. En plus, ne sommes-nous pas à la croisée des chemins? Moi je suis, alors évidemment je ne perds jamais espoir, mais je suis en phase avec cette question, même si ça veut pas dire que ce serait inéluctable une défaite en 2022. Néanmoins, il faut bien avoir en tête quelque chose d'important, c'est que évidemment, on peut toujours dire quoi qu'il arrive, on va recouvrir notre souveraineté. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, un pays est tellement affaibli, si on n'a plus d'armée, si on n'a plus de système propre de défense par exemple, quand un pays devient tellement affaibli qu'il n'a même plus les moyens en fait d'avoir sa souveraineté. C'est un peu ce que j'expliquais d'ailleurs. Vous savez que j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup parlé du sujet du référendum en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie indépendante, ce serait une indépendance pour rire, pour la simple et bonne raison que n'ayant pas d'armée, n'ayant pas les ressources financières suffisantes, la Nouvelle-Calédonie ne pourrait pas se défendre elle-même et tomberait sous la coupe de pays comme l'Australie ou la Chine. Eh bien, une France de 5 ans de plus de Macron ou Pécresse qui serait très affaiblie sur le plan économique ou dans des délires de type Union européenne de la défense qui laminerait complètement en fait la défense de la France, parce que l'Union européenne de la défense c'est rien de moins que de céder en fait notre armée à l'Union européenne et donc à l'Allemagne. Et donc nous n'aurons plus d'autonomie de ce point de vue-là. Un pays qui serait tellement affaibli à partir d'un moment n'a plus les moyens en fait de retrouver sa souveraineté. Donc je ne dis pas que c'est 2022, mais en tout cas on s'en approche. Emmanuel Macron a fait énormément de mal en 5 ans et vient un temps où un pays a tellement perdu en souveraineté qu'il ne peut plus redevenir souverain. Et donc effectivement il faut tirer la sonnette d'alarme. Évidemment il faut se battre un maximum pour avoir ce référendum, et de toute façon là je ne parle pas au nom de Génération Frexit, mais d'un point de vue personnel. En tout cas, je ne l'avais pas fait en 2017, mais là il me paraît évident que je ferai barrage à Emmanuel Macron lors du deuxième tour. Alors une question de Samy. Bonsoir Charles-Henri, est-il encore possible de penser souveraineté nationale dans un processus fédéraliste européen ? L'examen de conventionnalité se superpose sur la conformité
constitutionnelle avec l'appui des juges et grâce à l'article 55 de la Constitution. Bah ça c'est un très bon point. C'est justement ce pourquoi je suis sceptique, enfin notamment, pas que, mais je suis sceptique sur cette idée de primauté du droit national sur le droit communautaire. Pour la simple et bonne raison qu'il y en a qui disent il suffirait de faire un référendum pour modifier l'article 55 de la Constitution. C'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité, et moi ça ne me paraît pas être quelque chose d'applicable. Pourquoi ? Parce que si vous modifiez l'article 55, je rappelle, l'article 55 de la Constitution, celui qui dispose que en fait les traités et les engagements internationaux sont supérieurs aux lois nationales, donc ce qui met la supériorité du droit international, dont le droit communautaire, sur le droit national. Mais il suffirait de modifier ça et de dire par exemple que toutes les lois postérieures votées au niveau du Parlement seraient supérieures finalement aux traités. Le problème c'est qu'il y a plein de contradictions au sein même de notre Constitution. C'est déjà le cas, il y en aurait encore en modifiant l'article 55. Typiquement, la Constitution, vous avez déjà le principe de souveraineté nationale. Sauf que vous avez aussi l'article 88 de notre Constitution qui dispose que la France est membre de l'Union européenne. Déjà, en soi, souveraineté nationale et membre de l'Union européenne, c'est contradictoire. Mais si vous changez cet article 55, vous avez toujours l'article 88, par exemple, sur cette question de l'Union européenne. Et donc, à partir du moment où il y a contradiction et il y a flou, effectivement, celui qui va trancher derrière, c'est le juge européen, mais aussi, et on l'oublie très souvent, les juges nationaux. Et connaissant l'opinion des juges nationaux, on peut être certain que dans 90% des cas, ils trancheront en faveur de l'Union européenne contre les lois. Donc on risque, via ce système en fait de primauté du droit national sur le communautaire, je pense que ça ne marcherait pas, ça serait retoqué par les juges et on risque de s'enliser, de rentrer dans une espèce de bras de fer avec l'Union européenne, un bras de fer qui me paraît perdu d'avance puisque on dit souvent oui la France est contributeur net et donc il suffirait de couper la contribution nette de la France. Sauf que ça a un effet à horizon 6 mois, 1 an, et on oublie que la France est membre de l'euro. Et sauf que la BCE peut très bien, comme elle l'avait fait début 2015 avec la Grèce, couper les robinets, et là vous avez un effet immédiat en fait, et la France se retrouve à terre, et donc vous n'allez pas faire un bras de fer en étant directement à terre à cause de notre appartenance à l'euro et à cause de la BCE. Donc cette idée de rentrer en conflit juridique avec des juges nationaux qui seront contre et la BCE qui peut vous mettre à terre me paraît au final être une option qui n'est pas applicable. C'est entre autres pour ça qui me paraît bien plus intéressant parce qu'il est applicable d'avoir un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, d'autant plus que même d'un point de vue électoral ou médiatique, si vous ne voulez pas vous afficher en tant que Frexit, vous savez très bien que de dire je veux la primauté du droit national sur le droit de l'Union européenne, c'est un Frexit juridique de fait, puisque l'Union européenne ce n'est rien d'autre que du droit et des traités. Et donc tous les européistes et tous les médias auront bon jeu de rappeler, si vous êtes en position de gagner, en fait que ce que vous proposez c'est un Frexit de fait, et ils vont vous matraquer là-dessus. Et donc d'un point de vue électoral ou médiatique, même ça me paraît pas être une option qui est cohérente ni intelligente, parce que vous dites en plus par ailleurs que vous ne souhaitez pas sortir de l'Union européenne et que c'est votre stratégie. Donc je pense au contraire que le référendum sur notre appartenance à l'Union européenne est bien plus habile, et je pense qu'il faut pousser dans cette option-là, et dans ces cas-là, il n'y aura pas de problème de processus fédéraliste européen ou de juges nationaux, puisque le mandat aura été très clair. Si le référendum est gagné, eh bien vous sortez de l'Union européenne et le juge national ne peut plus trancher en faveur de l'Union européenne. Oups. Alors là, c'est plus un commentaire de... Ah non, il y a une autre question, une commentaire sur le congrès qui était très sympa, très beau, effectivement. Je rejoins la question de Jouban. En effet, qu'on commence à évoquer de moi auprès de nos proches, on les perd souvent avec la souveraineté. Quel autre mot pourrait être employé ou concept ou notion? Donc c'est Alexandra qui pose la question. C'est tout simplement le concept d'indépendance nationale, mais même le concept d'ailleurs de souveraineté. La souveraineté, ça peut paraître quelque part très flou, abstrait et impersonnel. Mais la souveraineté, qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement, et quand on l'explique, ça va mieux en le disant, c'est la capacité, c'est notre prenons le contrôle, c'est la capacité d'être maître de son destin, de décider pour soi. Mais la souveraineté nationale, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, est-ce qu'on veut que notre vote ait un sens? Est-ce qu'on veut que la France soit dirigée par elle-même, qu'elle soit maître de son destin, maître de ses choix? Ou est-ce qu'on veut, au contraire, que la France
soit complètement soumise et ne décide plus de rien. C'est ça en réalité la souveraineté, c'est tout simplement être maître de son destin et c'est très concret. C'est très concret par exemple sur le plan militaire si on en parle et on pourrait revenir sur le scandale Alstom. Alstom, pourquoi c'est un scandale et pourquoi Alstom c'est un beau symbole de la souveraineté? Tout simplement parce que Alstom, vous savez, produit les turbines nucléaires, notamment aussi au niveau de nos sous-marins nucléaires. Donc c'est évidemment la souveraineté dans son cœur. Et pourquoi c'est important et pourquoi c'est un scandale, par exemple d'un point de vue souveraineté nationale, de laisser Alstom aux Américains? C'est-à-dire que les Américains, en ayant justement avec ces turbines, peuvent dire du jour au lendemain, soit on vous ne fait plus de maintenance, soit on vous fournit plus de turbines. Et la France ne peut plus produire d'électricité. Donc ça veut dire que vous êtes complètement dans la main des Américains. C'est-à-dire que si les Américains vous font du chantage sur les GAFAM, sur des taxes GAFAM par exemple, vous faites du chantage d'un point de vue géopolitique pour intervenir avec eux d'un point de vue militaire, si vous avez perdu ces éléments de la souveraineté, vous êtes quasiment obligé de les suivre parce que sinon, ils vous coupent l'électricité. Et vous avez d'ailleurs, pour dire que ce n'est pas du fantasme, mais un exemple concret, lorsque la France s'était opposé à la guerre en Irak en 2003, donc n'allant pas dans la lignée de ce que demandaient les Américains. Qu'est-ce qu'avaient fait les Américains? Vous savez que les catapultes des avions sur les porte-avions français, c'était une production américaine, donc ça c'est un problème de souveraineté. Tout simplement comme la France avait dit non à la guerre en Irak, les Américains ont pendant des années arrêter de maintenir et de livrer ces catapultes. Et donc vous voyez bien que la France est complètement coincée là-dedans. Donc la souveraineté, c'est très concret, c'est d'être maître de son destin. Voulons-nous, oui ou non, décider? Et si on parle d'un exemple plus récent et moins martial, par exemple au niveau de la crise Covid, vous avez bien vu que la souveraineté, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que la souveraineté, nous ne sommes même plus capables de produire des médicaments, des masques et autres. C'est ça la souveraineté, c'est dépendons-nous de nous-mêmes ou pas, ou sommes-nous dépendants des autres? Et quand on est dépendant des autres, on est évidemment très fragile puisque on sait très bien qu'en situation de crise, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau sanitaire et autres, quand vous êtes en période de crise, et le Covid l'a très bien révélé, il n'y a pas d'Union européenne, de gouvernement mondial, tout le monde il est gentil. Non, les pays se servent d'abord eux-mêmes, et on a vu effectivement tous les pays qui se servaient d'abord eux-mêmes en masques, eux-mêmes en médicaments. C'était la même chose d'ailleurs pour les vaccins. Les pays qui produisaient se servaient d'ailleurs en premier, ou les pays essayaient d'avoir les accords en premier. On voit bien que la souveraineté là-dessus est essentielle, parce que la souveraineté c'est être autonome, c'est décider par soi-même. Et malheureusement l'Union européenne est un obstacle fondamental pour ça. Donc vous pouvez leur dire la souveraineté qu'est-ce que c'est? Si vous voulez pas utiliser souveraineté, vous leur dites on reprend le contrôle et vous leur donnez des exemples concrets comme cela. Alors, question de Théo, au niveau des soutiens, est-ce que Génération Frexit pourrait se rapprocher d'influenceurs, youtubeurs qui ont une bonne visibilité sur les réseaux pour toucher plus de monde? Tatiana Ventos, Greg Tabibian, Le Rapteur, Osons Causer, un bon moyen de toucher un public plus jeune qui ne regarde pas forcément les médias classiques ou Internet. On l'a fait, alors évidemment on n'a pas eu tout le monde, on a contacté en partie les noms que vous citez, mais pas que, mais on a par exemple, alors pas Génération Frexit en tant que telle, c'est beaucoup plus difficile, c'est direct engageant politiquement, mais sur l'initiative qu'a lancée Génération Frexit de référendum tradeunionue.org, vous avez eu des youtubeurs qui ont soutenu cette cause. Je pense notamment à Chris Papillon, je pense aussi à Trouble Fait, donc c'est effectivement quelque chose qu'on a pensé, et ça s'est matérialisé notamment par référendum Trade Union UE, mais on va continuer. Effectivement, c'est une bonne idée pour toucher un public plus large. De toute façon, il ne faut pas négliger tel ou tel public, il faut y aller partout, et on travaille aussi par ailleurs évidemment les médias traditionnels, puisque c'est important pour toucher le grand public, et que ça se travaille, c'est pas seulement se plaindre de ne pas passer, c'est quelque chose qui se travaille, et ça aussi on le fait, et j'ai très bon espoir qu'on ait, et on en a déjà eu pas mal d'ailleurs, quand je faisais le bilan là aussi lors du congrès, on a eu pas mal de passages médias déjà l'année dernière, que ce soit LCI, RT France, Sud Radio, Radio Courtoisie, les médias britanniques dans lesquels je passe très souvent, notamment GB News, Talk Radio ou Unlocked. Et donc on continuera, et j'ai bon espoir aussi que d'autres portes s'ouvrent pour 2022. Donc là aussi, il faut vraiment toucher tous les publics, et effectivement, je suis d'accord. YouTube, c'est très bien, il faut toucher les grands médias, il faut être partout sur les réseaux sociaux. On l'est aussi, il faut faire feu de tout bois, et évidemment aussi le militantisme classique.
ce qu'on fait des tables d'information, du tractage, de l'affichage. Il faut être partout. Il n'y a pas une solution miracle. Il faut effectivement aller un petit peu partout et on y travaille. Alors, Romain Le Nain, qu'attendez-vous de la présidence française de l'UE? C'est très simple, je n'en attends rien. Surtout une présidence française de l'UE de Macron. Disons que qu'est-ce que va essayer de faire Emmanuel Macron? Ils vont essayer d'inclure le nucléaire dans la taxonomie verte de l'Union européenne. Ça serait évidemment un moindre mal, même si on sortait, la question serait vite réglée. Mais ce qui est plus problématique, c'est que vous savez qu'Emmanuel Macron va essayer de pousser son oxymore et son délire de souveraineté européenne. Et qu'est-ce qu'il y a de souveraineté européenne? Pour Emmanuel Macron, il y a la question d'une Union européenne de la défense. Et donc ça serait évidemment très problématique pour la France, parce que comme je vous l'ai dit, l'Union européenne de la défense, c'est quoi sinon donner tout le savoir-faire, la technologie et l'armée française à l'Allemagne? C'est un véritable scandale. Et paradoxalement aussi, et de parallèle en souveraineté européenne, c'est le donner aux Américains, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois l'OTAN est derrière l'Union européenne d'un point de vue militaire, ce serait une catastrophe. Et se pose aussi la question de notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU, qui serait là aussi un scandale de le mutualiser au niveau de l'Union européenne. Je pense en tout cas que ça n'aboutira à rien. Vous avez vu la Finlande qui a fait un bras d'honneur au moment où la France accédait à la présidence tournante, qui a commandé des F-35 américains. Vous avez pas moins de 9 pays européens, enfin de 10 maintenant, de 10 pays européens, dont 7 de l'Union européenne, qui ont commandé des F-35 américains et non pas des Rafales. Les ventes de Rafales se sont faites aux Émirats et non pas aux pays européens. Donc tout ce délire en fait d'Union européenne de la défense ou d'Europe de la défense comme ils disent, eh bien la réalité en fait va complètement à l'encontre de ce que disent ces gens-là. Et donc je pense que Emmanuel Macron va se prendre, comme depuis le début et comme depuis son discours de la Sorbonne, va faire face à un mur. Mais ça sera comme d'habitude de façon assez pathétique. Il va hurler, il va sauter sur sa chaise en disant souveraineté européenne, comme un guignol, comme le fait d'ailleurs aussi Clément Beaune. Et au final, ils n'obtiendront quasiment rien. Ce qui est une bonne chose parce que ce serait une catastrophe pour la France. D'ailleurs, on se tire les cheveux à se dire que c'est la France qui pousse le plus pour une Union européenne de la défense, alors que c'est peut-être le pays qui aurait le plus à perdre là-dedans et à mettre toutes ces technologies, tous ces moyens. C'est la dernière vraie grande armée au sein de l'Union européenne avec le départ du Royaume-Uni. Donc c'est encore d'un point de vue stratégique complètement absurde, mais bon, on a l'habitude avec Emmanuel Macron qu'il brade tous les intérêts français, tous les intérêts nationaux au nom de l'Union européenne. Et donc on en est malheureusement là. Alors il y a une autre question, 5 ans, vous voyez, ça c'est plus un commentaire qu'une question. Mot Frexit, dans tous les contacts, il y a la politique, mais Frexit, souveraineté, ça ne passe vraiment pas, j'ai tout essayé. Là, on est sur une question de sémantique, faut trouver d'autres mots. Bah, comme je vous l'ai dit, hein, là, on en revient sur la question sémantique. Il faut utiliser notre expression de reprendre le contrôle, reprenons le contrôle, et donner des exemples concrets sur ce que ça veut dire. C'est toujours, si vous donnez l'exemple concret, comme je vous l'ai dit, Alstom, l'affaire des catapultes de nos porte-avions à l'époque de la guerre en Irak, si vous prenez la question de la crise de Covid, si vous demandez aux gens s'ils sont d'accord avec ça, s'il faut en gros produire en France et être autonome, ils vont tous être d'accord avec vous. Donc vous pouvez leur dire que reprendre le contrôle c'est ça, il n'y a même pas besoin d'utiliser le terme de souveraineté, même si en réalité ce n'est rien d'autre que la souveraineté. Alors je vois qu'il y a une adhésion qui vient du Gard, donc c'est très bien. Effectivement, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à adhérer. N'hésitez pas aussi à donner à Génération Frexit. 2/3 de votre don ou votre adhésion sont défiscalisés si vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu. Donc c'est le moment de nous aider, c'est le moment de nous rejoindre. Il y a plein de belles choses à faire pour 2022, donc c'est très bien qu'il y ait un nouvel adhérent. Et j'invite aussi tous ceux qui nous regardent, bien évidemment, à adhérer. Greg qui nous dit une très bonne nouvelle, effectivement j'ai eu la notification de l'équipe, j'ai pas pu suivre la fin du match, mais les Bleus en handball
ont gagné et se qualifient pour la finale. Donc c'est une super nouvelle, notamment après le titre olympique. Nos équipes de sport co marchent très bien, et aussi le rugby récemment avec la victoire contre la Nouvelle-Zélande. Donc c'est très bien, et le sport co français rayonne à l'heure actuelle, et on peut s'en féliciter pour tous ceux qui aiment et qui apprécient le sport. Une question de Lorme Tuan. Bonsoir CG, votre position sur la candidature Zemmour, le moins enrôlâtre de tous les européistes? Non, je pense pas que Éric Zemmour soit un européiste. Hein. Ses écrits, même ses paroles depuis plusieurs années montrent que ce n'est pas un européiste. Maintenant, il est dans cette stratégie tactique de ne pas parler de Frexit pour rassembler les électorats de LR et du RN. Je pense en tout cas que son option stratégique de référendum de la primauté du droit national sur le droit communautaire n'est pas la bonne option tactique. Sait-on jamais, peut-être pourrait-il changer pour un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Mais donc voilà, je pense que effectivement ce n'est pas de loin ce n'est pas de loin la pire des candidatures. Il dit des choses intéressantes. Je pense que les solutions, je suis moins en phase avec les solutions qu'il propose sur le plan économique, mais je pense que c'est les mesures qu'il propose d'un point de vue migratoire, au niveau du regroupement familial, de l'expulsion des délinquants étrangers et autres, me paraissent être des mesures de bon sens. Donc il y a des choses qui sont intéressantes dans ce que dit Éric Zemmour, et il y a la limite en fait sur la question européenne avec l'option qu'il a prise. Donc maintenant il faut effectivement voir. Maintenant, si vous me demandez si Zemmour c'est mieux que Pécresse ou Macron d'un point de vue de la question européenne, oui, parce que à minima, même si je pense que ça ne marchera pas, et à minima il y aurait un bras de fer avec Bruxelles sur cette question de la primauté du droit national. Après, ça reste tout de même pour le moment sa grande limite. Une nouvelle adhésion en Loire-Atlantique, donc c'est très bien, continuez, il faut pas hésiter. Alors est-ce que c'est une question de Samy? Oui, je suis d'accord avec vous sur la lutte impossible en droit constitutionnel avec l'UE, la nécessité d'un Frexit, mais quid de la dette et des créances détenues par la BCE? La France n'est-elle pas prise en otage par la soutenabilité de la dette et le remboursement de celle-ci? L'UE ne sort-elle pas renforcée avec la crise Covid grâce aux prêts bancaires et autres détentions d'obligations du Trésor? En fait, il y a deux choses à savoir. Pour ce qui est des prêts Covid ou des achats d'obligations, ce n'est pas la BCE qui le fait elle-même, ce sont les banques centrales nationales qui le font à la demande de la BCE. Donc en fait, c'est la Banque de France qui détient quelque chose comme 25% de la 20-25% de la dette publique française. Donc c'est pas la BCE qui le détient. Donc en cas de sortie, c'est la banque de France qui détiendra cette dette. Donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Pour la soutenabilité de la dette, c'est à peu près la même chose en euros ou en francs. Et pour ce qui est de la conversion de la dette, ça c'est la grande peur dont on nous parle à chaque fois. Il y a eu beaucoup de fausses informations là-dessus pour faire peur aux gens, un petit peu le projet de la peur, vous vous rappelez, lors du Brexit, c'est un petit peu la même chose. L'idée sous-jacente étant de dire, écoutez, à l'heure actuelle, la dette française est libellée en euros, et donc si demain on sort de l'euro et qu'on a une nouvelle monnaie nationale, mettons qui s'appelle le franc, eh bien si le franc se déprécie de 10% par rapport à l'euro, ça veut dire en gros que comme on avait emprunté en euros, on devrait rembourser 10% de plus parce qu'on rembourserait en francs. Sauf que ça, c'est des gens qui ignorent complètement le droit international, puisqu'en droit international, il y a un principe qui s'appelle le principe de lex monetae. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que ce qui fait foi, ce n'est pas la devise au moment de l'émission, ce qui fait foi, ce n'est pas la nationalité du créancier, mais c'est la nationalité du contrat de dette. Et si le contrat de dette, par exemple, est un contrat en droit français, ça veut dire qu'on devra rembourser dans la monnaie qui a cours légal dans le pays. En l'occurrence, si vous êtes sorti de l'euro et que vous avez une nouvelle monnaie qui s'appelle le franc, ça veut dire que vous allez rembourser en francs. Et si vous êtes sorti au taux de 1 pour 1, peu importe qu'il y ait une dépréciation après vis-à-vis de l'euro, vous allez rembourser au taux de 1 pour 1. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 97%
de la dette publique française est en droit français. Donc cette histoire d'une explosion de la dette du fait de la sortie de l'euro, ça ne tient pas la route une seule seconde. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, hein, Les illusions économiques de l'Union européenne. Vous avez tout un chapitre, notamment sur les peurs de la sortie de l'euro, mais je vous invite à le relire. J'explique toute cette question de l'ex monetae. Je parle aussi de la problématique des importations dans les exportations. Je parle de la soi-disant perte de pouvoir d'achat. Je parle aussi de la question du prix de l'essence dont on peut parler à l'heure actuelle, ou même du prix de l'énergie de manière générale. Eh bien, vous pouvez retrouver tout ça dans cet ouvrage que vous avez d'ailleurs, que vous pouvez trouver sur la boutique de Génération Frexit. Et si vous voulez l'offrir justement à vos amis qui doutent quand vous parlez, on parlait tout à l'heure de souveraineté, de termes et autres. Là, c'est des exemples concrets qui montrent les bienfaits de la sortie de l'Union européenne, de la sortie de l'euro. Donc typiquement, pour convaincre vos amis, c'est un très bon cadeau de Noël à faire, d'aller sur la boutique de Génération Frexit et de leur offrir les illusions économiques de l'Union européenne à tous vos amis qui doutent un petit peu là-dessus. J'ai voulu en plus le faire de façon très pédagogique, donc même des personnes, même si ça peut être un petit peu technique, j'essaie de le faire le plus grand public possible. Donc ça sera accessible pour vos amis qui veulent lire ça et qui comprendront toutes les problématiques économiques que pose l'Union européenne et l'euro. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Bon, commercial ou financier. Alors, une autre question de Chouan. Pensez-vous que les élections européennes de 2024 pourraient faire éclore une union des mouvements souverainistes et comment Génération Frexit pourrait agir pour faire parvenir à cet objectif? Ça, j'en ai parlé tout à l'heure, justement, quand je parlais des perspectives pour 2022. Je pense, en effet, qu'il faut œuvrer à ce rassemblement des souverainistes sur, justement, la question et avec en ligne de mire ce référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Je pense que c'est possible. Génération Frexit, en tout cas, y travaille, des grands artisans, mais nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres mouvements ou partis qui sont dans cette optique-là et qui sont prêts, évidemment, à travailler avec nous. Donc c'est quelque chose, je pense, qu'il faut déjà, pour commencer à avoir cette optique de travail, le faire, notamment dans certaines circonscriptions pour les élections législatives de 2022, évidemment dans l'optique de travailler et d'arriver unis en 2024 pour les élections européennes et de réaliser un gros score, comme je l'ai dit. C'est pas normal en France que les partis souverainistes fassent des scores aussi minables aux élections européennes. D'ailleurs, au Royaume-Uni, et vous connaissez, ce sont d'ailleurs nos alliés de Reform UK, ex-Brexit Party, il y avait dedans évidemment Nigel Farage. Nigel Farage n'a jamais fait de score mirobolant à l'équivalent des élections présidentielles que sont les élections générales là-bas. Mais lors des élections européennes, comme ça portait sur la question européenne et qu'il avait énormément de choses à dire, qu'il avait des analyses pertinentes là-dessus, eh bien Nigel Farage et le UKIP à l'époque ont fait de très gros scores aux élections européennes et c'est la même chose que je veux pour les souverainistes en France et ça passe, à mon sens, par cette union. En tout cas, comptez sur nous puisqu'on travaille là-dessus chez Génération Frexit. On le fait à la fois, évidemment, parce que j'ai les contacts avec tout le monde au niveau, si j'ose dire, des têtes, des présidences et autres, mais on le fait aussi en local puisque depuis le départ, Génération Frexit est un mouvement ouvert et on n'est pas là à dire on est les seuls, on est les meilleurs, etc. On travaille pour obtenir le Frexit, encore une fois, et pas pour une boutique ou pour une chapelle. Alors, Alixia, je ne sais pas si c'est commentaire ou une question. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est vrai que je n'avais jamais le réflexe de dire reprendre le contrôle. Et tout ce que vous avez dit maintenant, je ferai ainsi. Bah écoutez, c'est parfait. Et encore une fois, comme je le disais, hein, si vous voulez aussi aider et avoir plus d'exemples, bah il y en a pas mal dans le livre Les illusions économiques de l'Union européenne. Donc il ne faut pas hésiter à le faire, il ne faut pas hésiter là aussi à faire ce cadeau. Vous avez plein d'autres choses sympas d'ailleurs sur la boutique, des mugs, des t-shirts fabriqués en France de Génération Frexit, vous avez des badges, etc. Vous avez vraiment beaucoup de choses et le lien d'ailleurs est mis dans les commentaires, donc n'hésitez pas là aussi à aller faire un tour sur la boutique pour Noël, ça permet de se faire plaisir et ça, même si évidemment les marges ne sont pas énormes, ça finance aussi en partie Génération Frexit et ça nous aide dans le combat et dans les actions que nous menons. Alors, il y a une autre question de Nicolas
si un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne venait à être gagné en France, est-ce qu'on pourrait craindre que le choix des Français soit balayé par les élites comme ça a été le cas avec le traité de Lisbonne? Très bonne question. Très bonne question. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est une réflexion que l'on voit très souvent sur Internet ou même dans les tables d'information qui ont été faites à travers la France. On a un petit peu partout, et notamment en particulier à l'initiative de Génération Frexit. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient effectivement, mais votre référendum, c'est bien gentil, mais ça sert à rien parce que regardez, on a voté en 2005 et ils sont passés à travers et ils ont fait voter par le Congrès et on nous a volé notre vote. C'est vrai. Mais ça a pu être fait justement parce que le référendum de 2005 n'était pas un référendum sur votre appartenance à l'Union européenne. Le référendum de 2005, c'était un référendum pour avoir un nouveau traité. Légalement, en France, constitutionnellement même, un référendum ne peut pas être contourné, ne peut pas être violé. C'est constitutionnel parce qu'en France, c'est le peuple qui est souverain, c'est différent du Royaume-Uni, par exemple, où c'est le Parlement, et donc le Parlement avait son mot à dire après le référendum. Mais malheureusement, en 2005, légalement, ils ont appliqué le résultat du référendum. Pourquoi? Parce que le référendum portait sur un traité constitutionnel européen. Bien, ce qu'ils ont fait pour que ça soit dans les clous au niveau légal, comme c'était un traité, ils ont mis ce traité à la benne et ils ont présenté un nouveau traité, le traité de Lisbonne, même si ça reprenait 99% du texte et qu'ils ont juste mis dans un ordre différent, c'est même Giscard qui expliquait ça, et ben ils ont passé ce nouveau traité par le Congrès. Sauf que si c'est un référendum sur votre appartenance à l'Union européenne, ça ne peut pas être légalement contourné parce que c'est binaire. C'est pas juste est-ce que vous voulez un nouveau traité, bah du coup vous voulez pas, on le met à la poubelle, on vous en remet un autre. Là, ça veut dire quoi un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne? Ça veut dire que si les Français votent pour la sortie, ils sont légalement, constitutionnellement obligés d'appliquer le vote et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que ça soit un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne et pas un référendum pour envisager un nouveau traité, un référendum pour dire qu'on voudrait une autre Europe, parce que celui-ci, effectivement, ils pourront le mettre à la benne très facilement et présenter quelque chose d'autre. Il faut que ce soit pas un référendum sur l'Union européenne quelconque, mais un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Alors je vois Émile qui donne des exemples, je pense que c'était sur la question sémantique, il parle de délocalisation, reprenant le contrôle, immigration, reprenant le contrôle. Oui, c'est aussi d'autres exemples, effectivement, sur la question de l'immigration, et j'en parle, j'ai une vidéo là-dessus d'ailleurs, en disant peut-on reprendre le contrôle sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous avez une vidéo qui est peut-on reprendre le contrôle de l'immigration dans l'Union européenne, et j'explique évidemment que ce n'est pas le cas puisque l'immigration, notamment depuis le traité d'Amsterdam qui entre en vigueur en 1999, c'est essentiellement une politique de l'Union européenne. Il suffit d'ailleurs, vous lisez les traités, vous lisez les articles 67, 77, 78, 79 du TFUE, il est bien mis dedans qu'il y a l'absence de contrôle aux frontières, qu'il y a des politiques communes en matière d'asile, des politiques communes pour délivrer les visas courts, pour délivrer les visas longs, et donc ça touche à la fois l'immigration légale et l'immigration illégale. Même chose d'ailleurs, si vous allez un peu dans le détail, si vous prenez l'immigration légale, eh bien vous savez que le premier pourvoyeur de l'immigration légale en France, c'est le regroupement familial. C'est environ, vous savez par exemple si on prend en 2019, vous avez environ 277 000 immigrés légaux en France en 2019, là-dessus vous avez plus de 90 000, vous avez un tiers, c'est lié à des titres de séjour familiaux, donc regroupement familial. Si vous excluez là-dedans, parce que d'ailleurs les titres de séjour étudiants, c'est la moitié de l'immigration légale, quand vous mettez les étudiants de côté, c'est le regroupement familial. Or, il y a une directive européenne, une directive européenne de 2003, qui grave dans le marbre le regroupement familial. Et donc vous ne pouvez rien faire au niveau français, une fois que vous êtes dans l'Union européenne, pour abroger par exemple le regroupement familial.
D'ailleurs, tous les pays dont on nous dit c'est formidable, ils peuvent faire quelque chose au niveau de l'immigration. Regardez la Hongrie, regardez la Pologne. La Hongrie, si vous prenez entre 2007 et 2019, ça a fait du x4 l'immigration légale. Et si vous prenez la Pologne, c'est encore pire, ça a fait quasiment du x14 ou du x20. Donc on voit bien, très bien que dans l'immigration légale, vous ne pouvez rien faire dans l'UE. Et d'ailleurs, c'était la même chose quand Matteo Salvini est devenu ministère de l'Intérieur. On allait voir ce qu'on allait voir, sauf que l'immigration n'a absolument pas baissé en Italie entre 2018 et 2019 au niveau de l'immigration légale. Donc en fait, vous ne pouvez pas baisser l'immigration dans le cadre de l'Union européenne, c'est une réalité. Et si vous prenez l'immigration illégale, là aussi notamment tout ce qui est droit d'asile et autres, il suffit déjà de prendre l'espace Schengen, vous ne pouvez pas lutter sérieusement contre l'immigration illégale à partir du moment où vous avez l'espace Schengen, puisqu'une personne qui rentre en Grèce ou en Italie, elle peut être 2-3 jours après ou même le lendemain en France et vous ne pouvez absolument rien faire, vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez, et pour ce qui est du droit d'asile, vous savez très bien qu'il y a la jurisprudence à la fois de la CEDH et la jurisprudence de la CJUE qui vous empêche là aussi, dans la plupart du temps, d'expulser les immigrés illégaux qui sont déboutés, notamment en ce qui concerne le droit d'asile. Il faut savoir qu'en 2019, le droit d'asile, c'était plus de 170 000 personnes aussi, donc c'est des montants, enfin absolument colossaux de personnes qui viennent en France. Donc, et en gros, il y en a que 20% qui sont expulsés, donc c'est absolument rien, parce que vous avez des jurisprudences là aussi de l'Union européenne et de la CEDH, donc vous ne pouvez pas lutter sérieusement contre l'immigration si vous êtes dans le cadre de l'Union européenne. Or, on sait très bien que pour assimiler les gens qui viennent, on peut pas assimiler 300 000 personnes par an, ça n'arrive pas, on assimile des individus, on n'assimile pas des vagues de 300 000 personnes, et donc évidemment que pour assimiler les gens qui viennent, il faudrait réduire drastiquement les flux migratoires, mais ça c'est possible quand on aura pris le contrôle, et donc quand on aura fait évidemment le Frexit. Alors il y a une question, j'ai l'impression, ou c'est un commentaire sur toute la crise sanitaire, la question du passeport sanitaire, du passeport vaccinal, etc. Ça, j'ai toujours dit plusieurs fois, mais ça peut être une différence d'ailleurs par rapport à d'autres partis ou mouvements souverainistes. Nous, on n'est pas opposés à la vaccination. La vaccination, j'avais montré d'ailleurs des chiffres du Royaume-Uni, a une efficacité contre les formes graves. C'est beaucoup plus douteux sur tout ce qui est transmission. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que le pass sanitaire est une absurdité. Mais on est pour la liberté d'une manière générale. On pense que c'est important pour les personnes à risque de se faire vacciner. En revanche, ça me paraît absurde, et ça nous paraît absurde, par exemple, la vaccination des enfants des 5-11 ans, alors que ça n'empêche pas les transmissions et que les enfants ont très peu de chances de faire des formes graves. Ça nous paraît complètement hasardeux de faire ça, de le faire complètement en population générale et auprès de tout le monde. Donc ça, c'est hasardeux. Et en plus de ça, la question du pass sanitaire, le pass sanitaire est en soi une mesure qui est liberticide, qui est discriminatoire, et en plus qui est largement inefficace, puisque le vaccin n'empêchant pas la transmission, une personne qui est vaccinée peut transmettre, donc ça casse tout l'argumentaire du pass sanitaire. Donc on est opposé au pass sanitaire. J'ai d'ailleurs participé à plusieurs manifestations, j'ai pris la parole dans certaines. Donc voilà, on est opposé au pass sanitaire, mais pas opposé à la vaccination de manière générale, même si on est très très réticent et qu'on est contre en tout cas l'obligation vaccinale. Évidemment pour les enfants, ça ne paraît pas pertinent d'un point de vue médical quand ils font peu de formes graves et qu'il y a au contraire la possibilité d'une immunité naturelle. Ça me semble pas raisonnable. Si un, si un candidat Frexiteur obtenait les 500 signatures de maire, quelle serait la position de Génération Frexit? Bon, on a toujours dit, nous, comme on œuvre pour le rassemblement, pour les législatives, pour les européennes, il y a plusieurs candidats, il y aura certainement plusieurs candidats souverainistes. Et nous, comme on est pour le rassemblement, on va pas prendre position et se mettre à la remorque d'un seul candidat. Après, si on est dans une optique, il y a un candidat qui peut gagner, qui se retrouve au deuxième tour face à Emmanuel Macron, évidemment que là, on appellera à voter pour lui. Mais après, on va pas plus appeler à voter pour un candidat, qu'un autre. Et il y a potentiellement plusieurs candidats qui peuvent d'ailleurs porter cette option d'un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Donc attendons déjà de voir qui sera sur la ligne de départ en avril 2022. Enfin, on le saura d'ailleurs, on le saura avant.
Une question d'Emile, pour résumer, Jeff a à peu près la même position que celle de Philippot. Non, je ne pense pas. Enfin, sur la vaccination, il me semble qu'il a été beaucoup plus critique dans l'absolu. On n'a jamais relayé. Enfin, on a essayé très prudent sur la question de la vaccination, et moi je pense que ça peut aider au niveau des formes graves. Là, on a la même position, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai fait les manifestations, j'ai accompagné les manifestations des patriotes 2 fois à Paris. On est d'accord sur la question du pass sanitaire. Je ne suis pas d'accord avec toutes ces prises de position sur la question de la crise sanitaire. Mais ce qui n'empêche pas effectivement de se retrouver, comme j'ai dit, contre le pass sanitaire, et de se retrouver là aussi pour à obtenir un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, puisque Florent Philippot, lui, contrairement à l'UPR dont on parlait tout à l'heure, Florent Philippot, lui, a accepté et soutient le référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, et est beaucoup plus dans une optique de rassemblement honnête que malheureusement ne le fait l'UPR. Et ce n'est pas le seul d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de mouvements et de partis qui discutent avec nous et qui sont d'accord sur cette optique-là. Alors là, je ne vois pas de nouvelles questions. Ça fait à peu près 1h15. Je pense je peux prendre une ou deux questions encore. Donc si vous avez une ou deux questions de plus ou des questions qui viennent, bah, n'hésitez pas, j'en prendrai encore peut-être une ou deux. Et s'il n'y en a pas, je m'arrêterai là. Mais je peux encore, à mon avis, en faire une ou deux. Je vois qu'il y a des personnes qui arrivent encore, c'est très bien, ça fluctue. Alors, où est-ce qu'il y a des questions que je n'aurais pas vues? Souveraineté, battre monnaie, décider de la paix, faire les lois, rendre la justice. Oui, c'est vrai, c'était d'ailleurs de Joaquin Tubal, c'était la définition de Marie-France Garot. Enfin, c'est la définition de Marie-France Garot de la souveraineté. Néanmoins, c'est très bien, mais je pense que, notamment vis-à-vis du grand public, ça parle beaucoup plus de donner des exemples concrets comme je l'ai fait, parce que ça reste malheureusement comme la souveraineté, ce point de vue-là, même si pour nous c'est très concret, moi ça me paraît très concret, ça reste plus abstrait que de donner des exemples concrets, crise sanitaire, les masques, etc. Ça me paraît beaucoup plus concret, malheureusement, que cela. Alors, une question de Mathieu. Que pensez-vous de l'augmentation temporaire du Asper Purchase Programme? Donc, c'est pour situer, pour les gens, c'est les programmes d'achat justement de la BCE. Il faut savoir que c'est un petit peu pas un jeu à somme nulle, parce qu'en absolu, ils ont réduit un petit peu le programme d'achat, puisqu'ils ont augmenté ce programme d'achat classique, mais ils ont arrêté le programme d'achat lié à la pandémie, le PEPP. Donc, en réalité, ils ont baissé un tout petit peu les achats. Donc c'est pas un arrêt en tant que tel, je pense qu'ils ont baissé un tout petit peu, c'est un signal notamment qu'ils doivent donner, je pense, vis-à-vis de l'Allemagne qui commence à grogner de l'inflation galopante dont je parlais tout à l'heure. Et donc c'est une toute petite baisse en réalité, parce que vous avez cette augmentation et une baisse en parallèle un peu plus importante, donc vous avez une légère baisse. Ça ne change pas fondamentalement la donne par rapport à ce dont je parlais, de l'inflation et du risque potentiel d'explosion de la zone euro. Donc c'est toujours là, disons que c'est un petit signe qu'il donne, mais on est très loin des actions pour le moment comprises la Fed ou la Banque d'Angleterre. Et donc je vais prendre la dernière question qui est celle de Samy. Quelle est votre position sur le RIC, le vote blanc et l'abstention? Doit-on les intégrer dans le processus parlementaire sans risque? Et penser du pacte de Marrakech. Le pacte de Marrakech, j'en ai parlé, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de la France, quand vous êtes sur un pays avec un chômage de masse et que vous absorbez tous les ans plus de 300 000 personnes, ça ne me paraît pas raisonnable. La France devrait au contraire réduire l'immigration pour pouvoir assimiler les gens qui arrivent, et même d'un point de vue même humanitaire, ça ne me paraît pas, parce que c'est des gens, souvent c'est les forces vives des pays d'émigration, ça ne me paraît pas être quelque chose d'humanitaire de vider des forces vives
ces pays-là. Il faudrait au contraire aider à leur développement pour que les gens restent chez eux, dans leur pays. Je pense que c'est ce à quoi d'ailleurs la plupart du temps ils aspirent, mais ça ne me paraît pas raisonnable d'un point de vue français de continuer à un tel niveau d'immigration. Ça pose des problèmes d'intégration, d'assimilation économique et même au bout d'un moment de civilisation. Donc je pense qu'il faut au contraire réduire drastiquement, ce qui n'est pas le cas du pacte de Marrakech. La position sur le RIC, favorable au RIC, favorable au vote blanc. Et l'abstention, écoutez, l'abstention, je pense que l'abstention va crescendo, notamment justement depuis la question de 2005 dont on parlait auparavant. Les Français ont vu leur vote violé et donc ils se disent à quoi bon voter. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, je pense que les candidats devraient y réfléchir et devraient réfléchir à l'option que nous proposons à Génération Frexit de référendum sur notre appartenance à l'Union Européenne, puisque je pense que c'est plus habile tactiquement, je pense que c'est applicable, et je pense aussi que même d'un point de vue de stratégie électorale, vous savez, à mon avis, l'élection présidentielle de 2022 se jouera notamment sur la question de l'abstention. Et un candidat qui arrivera à mobiliser l'abstention a de fortes chances de gagner. Et donc tous les candidats dont on parlait auparavant, ils devraient réfléchir à cela, puisque l'abstention vient, à mon avis, en grande partie de cette question de 2005, et c'est l'argument d'un référendum sur la personne européenne peut être vendu à tout l'électorat abstentionniste comme cette revanche justement de 2005, et donc, même d'un point de vue électoral, je pense que les candidats ont intérêt et peuvent y gagner, et donc ils devraient réfléchir à cela, et ça peut permettre de faire baisser l'abstention et de faire gagner un candidat qui intégrerait ce référendum dans son programme. Le RIC, je vais revenir, moi je suis pas forcément pour une 6ème République, etc. Ça me paraît de l'ordre du gadget. En revanche, ce que je sais, c'est que la 5ème République a été largement dévoyée. Pour moi, on devrait revenir à l'origine de la 5ème République qui a été complètement maquillée, notamment pour satisfaire les traités de l'Union Européenne. On devrait revenir à l'origine de la 5ème, mais pour faire un contrepoids à ce régime quelque part très présidentiel et qui peut paraître un petit peu de monarchie parlementaire. Je pense qu'on devrait avoir ce garde-fou et ce contre-feu, ce garde-fou potentiel et le peuple qui peut justement avoir c'est-à-dire une espèce d'équilibre et qui pourrait, si le gouvernement ou si un président va trop loin, pourrait mettre le holà là-dessus. Je pense que le RIG est une arme essentielle d'un point de vue démocratique et qu'une 5ème République d'origine à laquelle on ajouterait le RIC me paraît être un équilibre démocratique absolument formidable. Je ne crois pas, dans un pays comme la France, c'est une démocratie directe de voter sur tout, de voter sur une convention fiscale entre la France, l'Allemagne, etc. Je pense que les Français se fichent un petit peu de voter pour ça. En revanche, pour tous les grands sujets ou pour les sujets qui tiennent à cœur aux Français, si on pouvait obtenir 600 000, 700 000 signatures et que automatiquement il y avait un référendum ou même si une réforme du gouvernement était contraire à la volonté populaire, eh bien le RIC serait un garde-fou formidable. Et donc je dis oui au RIC et oui pour intégrer le RIC à la 5ème République. Évidemment, c'est une position que défend Génération Frexit. Ça pourrait en plus avoir beaucoup de vertus. Écoutez, voilà, j'avais promis 2 questions additionnelles et 2 dernières questions. Les voici posées et répondues. Donc je vais vous laisser, là il commence quasiment 20h, vous laisser à tous pour ce week-end et profiter du week-end. Un dernier mot et un dernier appel évidemment à tous ceux qui nous regardent. Adhérer à Génération Frexit, c'est le bon moment, on arrive vers la fin d'année. Vous voyez que Génération Frexit a beaucoup de choses à proposer. Évidemment, il y a cette question phare et centrale d'un référendum sur notre appartenance à l'Union Européenne, mais ça, c'est l'argument phare. Mais vous voyez que Génération Frexit prend des positions sur la question de l'énergie, sur la question de l'immigration et sur beaucoup de sujets. Si vous êtes d'accord avec nous, si vous voulez pousser aussi à l'union des souverainistes, écoutez, je vous invite à adhérer à Génération Frexit, c'est important, c'est le bon moment. Si vous n'osez pas adhérer, faites au moins un don à Génération Frexit. Ça nous aide à pousser les idées, Vous savez que c'est le nerf de la guerre. Je compte sur vous. Nous comptons sur vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon week-end et de bonnes fêtes à tous et revenez tous en très grande forme pour 2022. Au revoir.